Imaginez-vous à 10 000 mètres d'altitude, au-dessus des eaux glacées de la mer Baltique. Le silence est pesant, rompu seulement par le rugissement sourd de deux géants des airs américains qui percent les nuages épais. Ces bombardiers B-52H ne sont pas là par hasard. Ils transportent avec eux toute la puissance nucléaire symbolique des États-Unis, fonçant vers la zone la plus sensible de l'arsenal défensif russe, Kaliningrad. Mais attendez, quelque chose change. En moins de 3 minutes, deux chasseurs russes Su-27 jaillissent des nuages comme des prédateurs affamés, lancés depuis la base aérienne de Chkalovsk. Pas d'avertissement, pas de négociation, juste cette montée d'adrénaline pure où les moteurs hurlent et où la tension électrise l'atmosphère. Ce qui va suivre va vous glacer le sang. L'un des Su-27 active soudainement son radar de verrouillage, simulant un tir de missile sur le bombardier américain. Puis, dans un geste d'une audace inouïe, il plonge et passe à quelques mètres seulement au-dessus du B-52, si près que les turbulences font trembler l'énorme chasseur comme une feuille dans la tempête. Vous vous demandez sûrement, comment en est-on arrivé là? Pourquoi personne n'a reculé alors que la guerre nucléaire semblait à portée d'un geste mal calculé? La réponse va vous surprendre, car ce qui s'est joué dans ce ciel gris cache une réalité bien plus terrifiante que ce que les médias ont osé révéler. Cette confrontation de mai 2025 n'était pas un accident. C'était le point culminant d'un jeu d'échecs mortel qui se joue depuis des mois entre les deux superpuissances. Les bombardiers américains participaient à la mission Bombay Task Force 25A1, mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Pour la première fois dans l'histoire, la Suède et la Finlande, nouveaux membres de l'OTAN, volaient aux côtés d'avions nucléaires américains près du territoire russe. Le message était clair comme de l'eau de roche. L'Alliance Atlantique grandit et elle montre ses dents. Mais Kaliningrad, cette forteresse militaire russe coincée entre la Pologne et la Lituanie, n'allait certainement pas se laisser impressionner. Missiles, défense aérienne, radars. Tout était en alerte maximale, prêt à répondre au moindre faux pas. Les B-52 américains n'avaient même pas besoin de franchir la frontière. Leur simple présence, lente et majestueuse, était déjà un défi lancé à la face du monde. Pas d'ogive nucléaire à bord, pas un seul coup de feu tiré, mais leur ronronnement menaçant résonnait comme un avertissement cosmique. En géopolitique, parfois le silence tue plus sûrement que les explosions. Pendant que les diplomates échangeaient leurs sourires de façade devant les caméras, là-haut, à 10 000 mètres d'altitude, se jouait une partie bien plus sérieuse. Quelques jours plus tôt, la Russie avait testé sa propre force avec une simulation de frappe nucléaire. De son côté, l'OTAN déployait plus de 30 000 soldats dans le plus grand exercice militaire européen depuis des décennies. Ces événements n'étaient pas liés par le hasard. Ils formaient un schéma invisible mais terrifiant, la préparation à l'impensable. Dans ce contexte explosif, la patrouille des B-52 devenait bien plus qu'un simple vol d'entraînement. C'était devenu la ligne de front d'une guerre psychologique où chaque kilomètre parcouru, chaque formation, chaque silence radio avait une signification mortelle. Plus les bombardiers se rapprochaient de Kaliningrad, plus l'air semblait s'épaissir. Les B-52 ne bronchaient pas, volant droit, délibérément lent, comme s'ils défiaient quelqu'un de commettre l'erreur fatale. Ce n'était pas du combat qu'ils cherchaient, mais le contrôle total de la situation. Et c'est précisément ce qui rendait tout cela encore plus dangereux. Quand les systèmes de défense aérienne russes ont détecté la signature radar caractéristique des deux bombardiers approchant par l'ouest, la réaction a été fulgurante et automatique. Deux Su-27 du 72e régiment d'aviation de la Garde ont décollé de la base aérienne de Chkalovsk sans avertissement, sans hésitation, sans préambule diplomatique. Aucune tentative de communication radio, aucune demande polie d'identification et certainement aucune procédure d'escorte courtoise. À la place, les chasseurs russes ont accéléré agressivement, grimpant rapidement dans le ciel baltique et fonçant directement vers les bombardiers américains avec une précision calculée et un silence glacial qui en disait long sur leurs intentions. En se rapprochant, les Su-27 ont réduit l'écart à moins de 1000 mètres, largement en deçà du seuil qui sépare une interception professionnelle d'une provocation hostile. Un scénario où un seul mouvement erroné ou une surcorrection pourrait déclencher un désastre aérien aux conséquences planétaires. Ce qui avait commencé comme une patrouille standard se transformait maintenant en confrontation tendue, se déroulant loin au-dessus des eaux calmes de la mer Baltique, les deux camps parfaitement conscients qu'un seul faux pas pourrait avoir des conséquences mondiales. Alors que les bombardiers américains maintenaient leur cap, conservant altitude et formation avec un calme discipliné, l'un des chasseurs russes s'est soudainement détaché de son équipier, a plongé légèrement et a exécuté une manœuvre qui allait faire froid dans le dos à tous les stratèges militaires qui observaient la scène. Dans un acte d'intimidation audacieux, le Su-27 a brièvement activé son radar de ciblage, simulant un verrouillage missile sur le B-52 de tête. Pas pour frapper, mais pour provoquer. Puis il a bondi en avant avec tous ses réacteurs de post-combustion dans une manœuvre d'interception dangereusement serrée. À une vitesse époustouflante,
Le chasseur a rugi à travers la trajectoire de vol du bombardier, passant directement au-dessus de son nez à une distance si proche que les turbulences seules ont secoué la structure massive du B-52, faisant trembler les commandes de vol et secouant l'équipage à l'intérieur. Ce n'était pas une erreur, ni quelque chose de spontané. C'était une déclaration livrée sans mots, mais forte en intention. L'équipage à bord du bombardier américain n'a rien dit, mais il n'avait pas besoin de le faire. Tout le monde à bord savait ce qui venait de se passer. Ce n'était plus une mission d'entraînement. C'était de la pression transformée en arme, en temps réel. Aujourd'hui, les batailles prennent forme non pas avec le premier lancement de missiles, mais à travers les signaux silencieux entre machines. Le conflit commence quand les radars restent actifs 24h/24, quand la surveillance électronique ne s'arrête jamais, et quand le silence lui-même devient une menace. C'est exactement ce qui s'est déroulé après que les chasseurs des deux camps se soient retirés de la zone. Même si les avions ont fait demi-tour, personne n'a éteint son radar. Personne n'a déconnecté ses systèmes de communication et, surtout, personne n'a abaissé son niveau d'alerte. En quelques instants après l'incident, l'OTAN a commencé à activer ses systèmes de réponse en cascade. Pas parce que la guerre avait commencé, mais parce qu'il ne pouvait plus supposer qu'elle n'éclaterait pas. Des avions AWACS, les radars volants de l'Alliance, ont été envoyés en rotation continue au-dessus de la Baltique, leurs capteurs balayant des régions entières. Pendant ce temps, de Kaliningrad, déjà connue comme l'une des régions les plus fortifiées d'Europe, la riposte ne s'est pas fait attendre. Ces systèmes de missiles S-400 sont entrés en ligne, balayant le ciel avec des radars de recherche et de ciblage, cartographiant chaque trajectoire de vol de l'OTAN depuis la Norvège jusqu'à la Pologne. Ce moment était devenu plus dangereux non pas à cause de ce qui s'était passé, mais à cause de ce qui aurait pu se passer si une seule variable avait changé. Si un avion avait dévié de sa route par erreur, ou si un verrouillage radar avait duré 3 secondes de trop, cela aurait pu être interprété comme une première frappe. Et quand les décisions dans les systèmes militaires se prennent en millisecondes, il n'y a pas de place pour la réflexion lente ou les secondes chances. Le monde entier a observé en silence, et à l'instant suivant, chaque camp a commencé à préparer sa propre version de la vérité. Cette confrontation n'était pas qu'une rencontre technique. C'était un signal d'alarme. Un nouveau schéma se forme et ce n'est pas un que le monde devrait ignorer. Les incidents où des chasseurs volent dangereusement près d'avions étrangers deviennent plus fréquents. Les réponses diplomatiques ne correspondent plus. Sans ligne de communication claire ou retenue mutuelle, chaque appel serré augmente le risque d'une erreur mortelle. Si ceci devient la nouvelle norme pour la dissuasion, pression constante, zéro retraite, alors la vraie question est, jusqu'où peut-on pousser avant qu'il n'y ait plus de retour possible ? Parce qu'à 10 000 mètres d'altitude, il n'y a pas de frein, seulement des secondes, seulement des décisions, et parfois aucune seconde chance. La prochaine fois que vous regarderez le ciel, souvenez-vous que là-haut, dans cette immensité bleue apparemment paisible, se joue peut-être en ce moment même le destin de notre planète.